Au cinéma, Marvel Studios est aujourd'hui une machine à produire du contenu, capable de remplir les salles du monde entier et de générer des milliards de dollars chaque année. Mais derrière ce succès planétaire se cache une histoire beaucoup moins glorieuse, faite d'échecs, de faillites, de coups bas et de paris insensés. Et c'est cette histoire, initiée dans les années 70, que je vais aujourd'hui vous raconter. Comment une entreprise en faillite s'est relevée grâce à des hommes d'affaires obstinés, à des passionnés pleins d'idées et à des producteurs de cinéma venus du monde du jouet. Aujourd'hui, je vous explique comment le Marvel Cinematic Universe est né. Marvel Productions. Au début des années 60, Marvel connaît un immense succès grâce à des personnages comme Spider-Man et les Fantastic Four. Et cet âge d'or, on le doit à plusieurs créateurs qui ont créé énormément de nouveaux personnages. Mais pourtant, il y en a un qui a plus su tirer son épingle du jeu que les autres, et il s'agit de Stan Lee. Car Stan Lee est un excellent communicant, et dans les interviews, il va petit à petit se placer comme l'homme de Marvel. Et c'est pourquoi, à la fin des années 70, Stan Lee déménage à Los Angeles pour prendre la direction de Marvel Productions, suite au succès de la série télévisée sur Hulk. Après, en ce qui concerne Stan Lee, ça va être assez compliqué, car si dans le monde du comics, sa prestance et son bagou lui permettent d'obtenir tout ce qu'il veut et de lui ouvrir toutes les portes, dans le monde du cinéma, personne n'a véritablement envie de l'écouter. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'être un créatif, il sera seulement un négociant de droits d'exploitation. Et ça le frustre énormément. Bon, et d'un côté, quand on voit ce qui s'est fait des licences Marvel à cette époque-là, il y a quand même quelques raisons d'être frustré. On a par exemple une série animée Spidey and Friends, une série autour de Spider-Man et d'autres super-héros anecdotiques qui, de l'aveu même de Stan Lee, est très mauvaise. On a également un film Punisher, un film Howard the Duck qui a été un flop retentissant, mais aussi deux directs tout VOD de Captain America. On est donc sur un échec cuisant pour Marvel Productions et pour Stan Lee qui va décider d'abandonner ses rêves de cinéma. Le fiasco. À la fin des années 80, Marvel est racheté par Ronald Perelman, un milliardaire connu pour racheter des entreprises en difficulté et pour se faire beaucoup d'argent grâce à ça. Et il va servir de Marvel pour acheter d'autres petites entreprises comme Panini ou des entreprises de cartes à collectionner. Bon, et là vous demandez sûrement pourquoi je viens vous emmerder avec ces petits détails. Après tout, ça n'a pas l'air si important, et pourtant, c'est capital, car dans les années 90, il y a deux événements majeurs qui vont bouleverser l'empire que Marvel était en train de former. Et le premier, bien évidemment, il est lié directement au monde du comics. À cette époque, les éditeurs se sont rendus compte que les numéros événements se vendent très bien, non pas grâce à leur qualité, mais grâce à leur valeur spéculative. Et les lecteurs et spéculateurs se disent que les numéros événements qui paraissent maintenant vaudront peut-être beaucoup plus cher dans les années qui vont venir. Et du coup, ils achètent ces numéros événements en masse. Et du côté de Marvel, comme on aime bien l'argent, surtout quand il est facile à faire, on se dit qu'on va axer sa stratégie autour de ces numéros événements qui se vendent très bien. Ils vont ainsi faire des couvertures variantes en quantité astronomique, des couvertures connectées, des couvertures brillantes, des couvertures métallisées, emballées avec des goodies, ou même qui brillent dans le noir. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est une couverture variante, c'est un peu comme un skin dans les jeux vidéo. Le contenu ne change pas, c'est juste l'extérieur. La seule véritable différence, c'est que tu payes ça la peau du cul. Bon, après, si on doit être honnête, ce n'était pas que chez Marvel et d'autres éditeurs faisaient ça aussi. Mais chez Marvel, ils vont subir un gros contre-coup quand les lecteurs vont comprendre qu'on les prend pour des cons et qu'ils vont décider par conséquent de moins acheter. Et si l'effondrement de cette bulle spéculative coûte cher à Marvel, finalement, ce qui va leur faire perdre le plus d'argent, c'est le baseball. Je vous rappelle que Marvel possède maintenant des entreprises de cartes à collectionner, et aux États-Unis, les cartes de baseball, c'est ultra populaire. Du coup, quand les joueurs de baseball se sont mis en grève et qu'il y a eu l'annulation des World Series, Marvel perd de l'argent et se retrouve avec 700 millions de dettes. Et Perelman est contraint de déclarer faillite en 1995. Bon, après, si tu penses que la faillite, c'est quand l'entreprise perd tout et que le patron se retrouve sans rien, c'est pas tout à fait ça. En effet, Perelman peut choisir un type de faillite qui lui permet de garder tous les biens de son entreprise et de payer une partie ou la totalité de sa dette à la banque. Et ça, c'est grâce aux banques chez qui la dette a été contractée qui préfèrent en récupérer une partie plutôt que rien du tout. Mais là où Perelman a fait une erreur assez bête et grossière, c'est qu'il pensait que personne ne s'intéresserait à Marvel. Et forcément, quand un autre milliardaire du nom de Carl Icahn rachète des parts de Marvel, un conflit entre les deux hommes va éclater pour savoir qui prendra la direction de l'entreprise. Et après plusieurs luttes juridiques, les banques vont trancher en faveur de Carl Icahn qui apporte plus d'argent pour rembourser la dette. C'est ainsi qu'en 1997, Perelman va disparaître du paysage de l'univers Marvel. Icahn de son côté va réorganiser l'entreprise pour limiter les pertes et préparer un futur démantèlement dès que les banques auront signé l'accord final. Heureusement pour Marvel, tout n'est pas encore en ordre, et c'est là qu'un autre milliardaire va faire son apparition. Toy Biz. Ike Perlmutter est un riche homme d'affaires à la tête notamment de Toy Biz, une entreprise de jouets qu'il possède depuis 1990 et dont il dirige le conseil d'administration. Pour diriger son entreprise, il a recruté Avi Arad, un designer de jouets qui doit son succès à sa méthode de travail.
Et sa méthode de travail, elle est très simple et il l'appliquera également chez Marvel Studios. Lorsqu'il présente un jouet à une entreprise, il n'a pas seulement le jouet en lui-même, il a également tout le plan marketing et publicitaire qui va avec. Et ça, les entreprises, elles aiment bien, car si un produit de qualité, c'est quand même un avantage, le plus important, c'est de savoir comment aller chercher l'argent dans les poches des consommateurs. C'est d'ailleurs pour cette vision globale qu'Avi Arad a été recruté en tant que PDG de Toy Biz. Et en 1991, Avi Arad sort une nouvelle série de jouets X-Men qui accompagne la sortie du comics X-Men numéro 1. Et c'est un énorme succès. Toy Biz va enregistrer des bénéfices records grâce à la vente de ses jouets. Un succès qui montre bien les qualités de commercial d'Avi Arad. Non, parce que tu me feras pas croire qu'il y a des enfants de 10 ans qui ont sciemment voulu qu'on leur achète cette figurine de Magneto absolument dégueulasse et ce Wolverine qui a des cure-dents à la place des griffes. Mais Perlmutter, ce qu'il voit, lui, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte d'ailleurs tellement d'argent qu'il est prêt à céder 46% des parts de son entreprise pour que Perelman accepte un contrat à vie d'exclusivité pour la licence Marvel au niveau des jouets. Et Perelman accepte. Et les liens entre Marvel et Toy Biz vont encore plus se renforcer grâce à ce partenariat. Il est important de vendre des jouets et pour ça, un film coûte trop cher à produire pour un résultat incertain, alors qu'une série animée, on est quasiment sûr que ça va faire vendre des jouets même si elle est de moins bonne qualité, et en plus, ça coûte vachement moins cher à produire. Et c'est dans cet objectif qu'Avi Arad devient producteur exécutif sur la série animée X-Men. Oui, allô les gars, Avi Arad, oui, bonjour. Pour le prochain script, ça va pas le faire, hein. Je sais que vous aviez prévu d'autres vilains. Moi je veux Magneto parce qu'on a une nouvelle gamme de jouets qui arrive, voilà, donc il va falloir les couler, il va falloir faire un peu de pub, donc vous me mettez Magneto comme antagoniste principal, hein, voilà. On l'a déjà fait les épisodes d'avant, oui, c'est pas grave, le jouet se vend bien. L'art ? Ah non, on s'en fout ça, non, vous mettez Magneto, vous le mettez bien puissant, hein, voilà, il dégomme les X-Men, et comme ça on va vendre des jouets. Voilà, c'est le principal. Allez, sur ce salut. La série animée est un succès, ça rapporte énormément d'argent en termes de vente de produits dérivés, et on se dit que finalement, on va peut-être tenter le live action aussi pour rapporter de l'argent. Avi Arad est donc nommé à la tête de Marvel Film. Et clairement, son but, c'est pas de réaliser des chefs-d'œuvre qui vont marquer le 7e art. Non, c'est juste de faire des produits suffisamment bien pour que ça permette la vente de produits dérivés. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand Marvel vend les droits d'exploitation des personnages, ils n'ont aucun regard sur le processus créatif du film. Et donc, on n'est pas sûr de la qualité de ce qui va en sortir. Et si c'est pas de bonne qualité, on vend pas de produits dérivés. Logique. C'est pourquoi en 1996, quand Marvel Film devient Marvel Studios, Avi Arad va imposer sa vision des choses. Le plan avec Marvel Studios rassemble des talents en associant des réalisateurs et des stars qui apprécient les super-héros, puis propose l'ensemble du projet au studio. C'est un moyen de garder la main sur une partie du processus créatif et de donner une impulsion positive au projet. Et Avi Arad devient donc producteur là où il n'était que consultant avant. Et c'est ce changement de fonctionnement qui va donner de très bons films par la suite. Le problème, c'est que la plupart des droits des personnages sont encore détenus par d'autres sociétés. Ainsi, la Fox détient les droits des X-Men et, intrigué par le succès de la série animée, se lance dans la production d'un film. Mais c'est à ce moment-là que le conflit entre Perelman et Carly Kahn va avoir lieu et que Carly Kahn va devenir le nouveau propriétaire de Marvel. Son but étant de démanteler Marvel aussitôt qu'il aura les mains libres, il va revenir sur les accords commerciaux entre Toy Biz et Marvel, et il va virer Avi Arad du poste de PDG de Marvel Studios. En gros, c'est la merde. La dernière chance. Le 1er octobre 97, une réunion entre Carly Kahn et les banques détenant la dette de Marvel doit avoir lieu pour que les banques acceptent définitivement l'offre du milliardaire. De leur côté, Arad et Perlmutter ont une contre-offre à faire aux banques pour récupérer Marvel à la place de Carly Kahn. Le problème, c'est quand ils appellent le lieu dans lequel la réunion doit avoir lieu, on leur dit qu'ils ne sont pas invités et donc on les renvoie. Et des appels, ils en passent jusqu'au jour même de la réunion. Seulement, c'est refus sur refus. Et il ne leur reste plus qu'une option, se rendre sur place sans rendez-vous. Et étonnamment, les banquiers acceptent de les recevoir quand ils arrivent. Et c'est là que Avi Arad va avoir un rôle essentiel à jouer, car son but est d'essayer de retourner la situation et de convaincre les banquiers que Marvel vaut le coup de s'y investir, car l'offre de Arad et Perlmutter n'est que de 130 millions de dollars, ce qui certes est une belle somme, mais comparé à ce que Icahn propose, c'est nettement en dessous. Mais en échange de cette offre plus basse, il propose aux banques de détenir 40% de Marvel. L'objectif d'Arad est donc de convaincre les banques d'accepter cette offre inférieure, mais qu'elle parie sur le futur de Marvel, qui, je vous le rappelle, est une entreprise en faillite. Il va donc falloir être très convaincant. Et pour les convaincre, quoi de plus naturel que de parler des pyjamas Spider-Man. Ouais, pour convaincre des banquiers de parier sur une entreprise en faillite, il va parler de pyjamas, c'est quand même assez couillu. Mais d'un côté, l'argument se tient. Car Spider-Man, c'est un personnage qui, selon lui, peut rapporter des milliards de dollars. Alors certes, en comics, il ne rapporte pas énormément, mais la moindre adaptation réussie de ce personnage pourrait rapporter
énormément d'argent. Mais à l'époque, les adaptations de comics, ça marche pas vraiment, donc il n'a rien de concret sur lequel s'appuyer. Et c'est là qu'il décide de parler des pyjamas Spider-Man, car le pyjama le plus vendu aux États-Unis selon lui, c'est le pyjama Spider-Man. Alors il a quelques chiffres pour le prouver, mais effectivement, le personnage vend juste sur son nom. Tout le monde connaît Spider-Man, à tel point que lorsque les enfants veulent un pyjama, ils réclament un pyjama Spider-Man, même s'ils n'ont jamais rien vu, jamais rien lu sur le personnage. Le personnage est connu, il a un soft power énorme, et s'il est exploité entre les bonnes mains, il peut rapporter énormément d'argent. Les banquiers sont convaincus et ils acceptent l'offre de Karl Icahn et Perlmutter et fusionnent Toy Biz avec Marvel. C'est donc en pariant sur la vision d'Avi Arad que Marvel a échappé au démantèlement et a pu se reconstruire, à lui et au pyjama Spider-Man. Marvel Studios. En 1998, Avi Arad retrouve donc son poste de PDG au moment où le film Blade sort. Un film sur lequel il n'a pas véritablement été impliqué et qui, même s'il a bien fonctionné, n'a pas rapporté grand chose à Marvel. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'en coulisses se préparent deux films très importants pour la suite de Marvel Studios. On l'a déjà évoqué un peu tout à l'heure avec le film X-Men qui dans l'ombre commence à être envisagé du côté de la Fox, mais il y a aussi Spider-Man dont les droits viennent de retomber chez Marvel. Enfin à l'exception de Columbia qui a des droits sur les droits vidéo domestiques. Et ça va embêter un peu Avi Arad car il aimerait bien vendre les droits des personnages à un studio, mais comme Columbia appartient à Sony, c'est difficile de discuter avec d'autres studios que Sony. Heureusement pour lui, Sony a une offre à faire à Marvel. 10 millions de dollars et 5% des recettes en échange des droits pour produire un film Spider-Man. Alors certes, aujourd'hui quand on connaît la puissance du personnage au cinéma, ça paraît ridicule, mais à l'époque, c'est une offre qui est quand même assez honnête. Marvel est en faillite, a besoin d'argent, a besoin de résultats à montrer aux banques, et 10 millions, c'est toujours ça de prix. Mais bon, chez Marvel, on se rend quand même bien compte que Sony profite de cette situation pour leur tendre un petit pot de vaseline au passage, et ils essayent de renégocier l'offre à la hausse. Ils proposent ainsi les droits de tous les personnages qui leur restent en échange de 25 millions de dollars. Et dans le lot, il y a des personnages comme Captain America, Doctor Strange ou encore Black Panther. Le problème, c'est que du côté de Sony, ces personnages, on en a plus ou moins rien à faire. Donc on reste sur l'offre initiale de 10 millions de dollars et 5% des recettes. Et c'est tout. Car après tout, comment des personnages aussi kitsch que Captain America ou Doctor Strange pourraient rapporter de l'argent à Sony ? Les droits de Spider-Man sont donc acquis et le projet est lancé. Et du côté de la Fox, on a trouvé la productrice pour le film des X-Men. Il s'agit de Laura Schuller Donner. Et si le nom de Donner vous dit quelque chose, c'est car son mari, avec qui elle dirige sa société de production, n'est autre que Richard Donner, le réalisateur de Superman de 78. Et c'est lors de l'écriture du scénario pour le film qu'un homme très important va faire son apparition dans notre vidéo, Kevin Feige. Kevin Feige est né en 1973, il connaît Marvel mais sans plus, et il est très loin d'être un lecteur de comics. Son plus grand rapport avec les bandes dessinées lui vient des adaptations de Superman et de Batman. Et pour le coup, c'est un grand passionné de cinéma. Il va échouer à de nombreuses reprises à rentrer en école de cinéma, et ce n'est qu'en 1994 qu'il va réussir à y entrer. Et c'est au cours de ses études qu'il va postuler comme stagiaire au sein de Donner Schuller Donner Productions. Bon, et là-bas, comme tous les stagiaires, il est complètement exploité. Il fait le café, il transporte des colis, il répond au téléphone, il lave des voitures, et même il va promener les chiens. En gros, c'est un peu la boniche quoi. Mais ça lui a permis un peu plus tard de postuler pour devenir l'assistant de Laura Schuller Donner, qui se chargeait de tout l'aspect production et gestion des projets. Ainsi, lorsque Schuller Donner commence à s'occuper du film X-Men de la Fox, Feige était au premier plan, et il y voit une occasion de participer à une super production. Et pour ça, il va se mettre à lire énormément de comics pour en connaître le plus possible. Il en lit d'ailleurs tellement que son entourage pense qu'il est un lecteur de longue date. Il est tellement impliqué que sa patronne lui laisse mettre des notes sur les ébauches du scénario du film et l'envoie sur le tournage du film en 1999. Sa mission est d'être son émissaire sur le plateau et de servir d'encyclopédie aux membres de l'équipe. Alors bien sûr, il n'intervient pas tout le temps et il observe beaucoup. Il apprend le métier de l'intérieur en même temps qu'il essaye d'orienter subtilement le tournage du film vers du comics accurate. Par exemple, le réalisateur du film avait banni les comics du plateau de tournage pour que les acteurs ne soient pas influencés par les comics. Et c'est Kevin Feige qui en faisait passer en douce aux acteurs qui voulaient quand même en lire. En plus de ça, chaque jour, il avait Avi Arad au téléphone pour lui faire un compte rendu sur ce qu'il se passe sur le plateau et à quel point les personnages sont respectés. Et quand quelque chose ne va pas dans le sens voulu par Avi Arad... Ah les gars, je suis désolé, mais là vous m'avez obligé, hein. Oui, allô Avi Arad ? Et à ce moment-là, Avi Arad intervient, car pour Marvel, l'objectif c'est quand même que les personnages soient suffisamment reconnaissables pour qu'on puisse vendre des jouets et des produits dérivés. Du côté de Feige, l'expérience est enrichissante et lui apprend que respecter les comics est parfois compliqué, mais ce n'est pas parce qu'un concept est ridicule qu'il n'est pas adaptable fidèlement d'une manière ou d'une autre. À la sortie du film, Kevin Feige a tellement bien fait son travail auprès de Avi Arad que celui-ci lui propose un poste au sein de Marvel Studios.
Il accepte et obtient un bureau dans l'une des filiales de Toy Biz à Los Angeles. Spider-Man, le choc. En 2002 sort le film Spider-Man de Sam Raimi, qui prouve à tout le monde que l'intuition d'Avi Arad était la bonne. Spider-Man vend juste sur son nom. Le premier week-end rapporte 100 millions, et comme le dit Sam Raimi, les gens aiment vraiment le personnage, car ils viennent voir le film avant même d'avoir des retours dessus. Ce succès permet à Marvel de rembourser tous ses prêts en cours, et il fait exploser les ventes de jouets. Avi Arad vient de prouver que sa manière de faire fonctionne, et que prendre en charge une part de la production des films Marvel est important pour les ventes de produits dérivés. Surtout qu'en 2003, Hulk et Daredevil ont été des échecs, mais grâce à la stratégie d'Avi Arad, Marvel est resté bénéficiaire avec la vente des droits et de produits dérivés. Il a donc instauré une méthode sans risque et qui rapporte de l'argent à coup sûr à Marvel, mais qui a un petit goût de demi-victoire quand on voit les succès qu'ont été Spider-Man et X-Men. Car oui, je vous rappelle quand même que sur Spider-Man, ce n'est que 5% que Marvel a touché, et sur X-Men, c'est encore pire, ce n'est qu'un seul petit pourcent. Et du coup, chez Marvel, même si on est content d'avoir récupéré quand même une belle somme, on se dit qu'on est un peu les dindons de la farce quand même, et qu'il y avait peut-être moyen de faire plus. En tout cas, certains se le disent. On a notamment Kevin Feige qui aimerait que Marvel récupère ses licences pour produire directement les films eux-mêmes. Et c'est là que David Messel va rentrer en jeu. Actionnaire minoritaire de Marvel, il avait acquis des actions parce qu'il était fan de comics. Et c'est justement en tant qu'actionnaire qu'il essaye d'avoir un rendez-vous avec Perlmutter. Pour ça, il fait jouer ses contacts à Hollywood et décroche d'abord un rendez-vous avec Avi Arad. Il lui dit qu'il aimerait bien parler avec Perlmutter car il pense que son expérience auprès de Michael Ovitz chez Disney le qualifie pour travailler sur la gestion de marque, la gestion de propriété intellectuelle et les droits des parcs d'attractions. Mais quand David Messel arrive au rendez-vous avec Ike Perlmutter, son ambition est tout autre. Il veut changer le fonctionnement de Marvel Studios et il a des arguments très convaincants à apporter à Perlmutter. Depuis qu'il a vu Daredevil au cinéma, Messel est persuadé que Marvel gâche ses personnages et qu'il peut en tirer plus. Mais il sait aussi que seuls des arguments marketing et financiers peuvent convaincre Perlmutter de lui laisser le champ libre. Il va donc axer son argumentaire autour de plusieurs axes. Le premier, c'est que les droits de certains personnages comme Iron Man ont été vendus, sont bloqués, et que les ayants droit n'en font strictement rien. C'est donc de l'argent perdu sur les ventes de produits dérivés liés à ces personnages. Et le deuxième point, c'est justement qu'ils pourraient maximiser la vente de ces produits dérivés en étant eux-mêmes à la production des films de A à Z. Ils pourraient choisir un ton plus léger qui permettrait aux enfants de voir le film, ils pourraient aussi choisir les personnages, et il n'y aurait pas de surprise comme avec le film X-Men qui a été avancé alors que la production des jouets n'était pas terminée. Et cet argument, Perlmutter il l'entend très bien, car il a encore en travers de la gorge cet événement qui lui a fait perdre de nombreuses ventes potentielles liées au succès du film X-Men. Et enfin, David Messel promet à Perlmutter que Marvel n'aura aucun frais à avancer et que tout passera par des prêts faits aux banques. Et c'est lui qui se chargera d'aller convaincre les banques gratuitement. Enfin, pas vraiment gratuitement, il va pas demander d'argent à Marvel, mais en échange il va demander des actions. Ainsi, s'il échoue, il ne gagnera rien. Par contre, si Marvel gagne de l'argent, eh ben il en gagnera aussi. Et ce sont tous ces arguments, qui sont plus financiers que créatifs, qui vont convaincre Ike Perlmutter d'embaucher David Messel au sein de Marvel Studios. Et quand Avi Arad apprend que David Messel s'est servi de lui a menti et lui a mis à l'envers devant le grand patron, on peut pas dire qu'il était très content. Mais Messel choisit d'ignorer Arad, avec qui il partage des bureaux et dans lesquels on trouve aussi Kevin Feige. Il préfère consacrer ses efforts à trouver des financements pour son projet. Il commence ainsi à travailler avec Lionsgate pour mettre en chantier la production de films d'animation Avengers. Sous l'ère d'Avi Arad, les droits auraient juste été vendus à Lionsgate avec une place pour Avi Arad en tant que créateur. Là, Lionsgate avance les 300 000 nécessaires à la production du film, Marvel se charge de tout et Lionsgate distribue et commercialise le film. Et une fois leur mise au départ récupérée, Lionsgate partage les recettes supplémentaires à part égale avec Marvel. Messel met aussi en place quelques autres contrats pour des séries télé, gagne de l'argent, et pendant ce temps-là, le Ghost Rider mené par Avi Arad galère à avancer. Et en voyant cela, Ike Perlmutter va décider de confier les rênes de Marvel Studios à David Messel. Avi Arad n'a plus le droit de négocier les droits d'exploitation des personnages qui restent chez Marvel. Cependant, même si Messel a pris le contrôle et qu'il peut faire ce qu'il veut, on lui fait bien comprendre que Marvel n'avancera pas le moindre centime et que si il veut faire ses films, il faut d'abord qu'il trouve des financements. Heureusement, il a un plan. Le financement. L'objectif de Messel est de réussir à obtenir un prêt de plusieurs centaines de millions d'euros afin de réaliser plusieurs films. Et ce sont les recettes de ces films qui permettraient de rembourser le prêt. Mais pour ça, il faut qu'il y ait au moins un film qui fonctionne, et Messel a prévu une garantie pour rassurer les banques dans le cas où aucun des films fonctionne et qui ne coûterait pourtant aucun dollar à Marvel. Enfin,
aucun dollar directement. Les banques détiendraient les droits à perpétuité pour les exploitations d'une dizaine de personnages Marvel. L'inconvénient, c'est que dans ce cas, en plus d'un échec au cinéma, les banques pourraient exploiter ou vendre les droits de ces personnages à des studios sans que Marvel ne touche un seul centime. Et là, Messel doit à la fois convaincre Marvel et les banques d'accepter cette garantie. Il va donc devoir adopter un double discours. Pour les banques, on doit les convaincre que les droits de ces personnages valent beaucoup d'argent et que c'est une garantie suffisante en cas d'échec. Et pour Marvel, il doit avoir le discours totalement inverse. Les personnages ne doivent rien valoir, on ne pourrait pas en tirer grand chose de toute façon, et donc même si on les perd, c'est pas très grave. Dans les droits en jeu, il y avait ceux de Captain America, les Avengers, Nick Fury, Black Panther, Ant-Man, la Cape et l'épée, Doctor Strange, Hawkeye, Super Pac et Shang-Chi. Aujourd'hui, on connaît très bien la plupart de ces licences et de ces personnages, mais à l'époque, c'est pas du tout le cas, c'est pas des personnages qui sont très populaire, et Marvel accepte très facilement la garantie proposée par Messel. C'est plus du côté des banques que ça va bloquer. Et c'est en 2005 que Merrill Lynch et Messel trouvent un accord sur un prêt de 525 millions, car Messel leur vend très bien le projet. Il estime qu'avec cette somme, il va pouvoir faire au moins 4 films, et qu'un seul succès lui permettra de rembourser le prêt. Mais le problème, c'est qu'au dernier moment, les banques, elles paniquent, et elles disent « Écoute Coco, t'es bien mignon avec ton histoire, mais nous on veut que t'avances au moins 30% de la somme pour faire les films, pour qu'on accepte le prêt. » Messel envisage de prévendre les droits d'exploitation des différents films dans d'autres territoires, mais malgré tout, on est loin des 30% et donc faut trouver une autre solution. Sinon, il y aura pas de film du MCU. Bon, à l'époque, ils appellent pas encore ça le MCU, mais c'est clairement l'origine du projet. Et heureusement, Messel va avoir une idée de génie. Il va reprendre le contrat du prêt proposé par les banques, et il va changer la clause concernant les 30%. Là où avant ils avaient l'obligation d'amener les 30%, Marvel s'engage à essayer de réunir cet argent. Et dans ce cas, si Messel arrive à prouver qu'il a tout fait pour obtenir les 30% demandés par la banque, même s'il n'arrive pas à les atteindre, la banque s'engage à prêter le reste des 525 millions. Étonnamment, la clause passe, et Messel et Feige sont aux anges, le Marvel Cinematic Universe est lancé, mais il reste le plus gros du travail à faire. La première chose à faire est de trouver les personnages qui feraient les 4 premiers films de ce nouveau studio, et le choix est assez simple pour les 3 premiers. Il s'agit d'Iron Man, dont les droits viennent de revenir, Hulk, dont certains droits sont encore chez Universal mais avec qui un accord est déjà prêt, et Ant-Man, dont une adaptation est déjà écrite. Et pour le 4e, ils verront un peu plus tard, ils doivent vite passer à la production des 2 premiers films, car ceux-ci doivent sortir en 2007, ce qui fait moins de 2 ans pour produire 2 films. Et pour ces 2 films, on va choisir Iron Man et Hulk. Iron Man, car le potentiel des jouets a été montré lors d'une étude menée en 2005, et en même temps, un robot qui peut tirer des lasers, elle s'appelait toujours au gosse, et puis on a Hulk qui a déjà eu une adaptation réussie et qui vont très bien en termes de produits dérivés. Feige et Messel commencent à travailler le ton de leur nouvel univers, et très rapidement, ils se mettent d'accord sur un ton mature et une approche misant sur la plausibilité. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si tu veux en apprendre un peu plus sur l'histoire de Marvel, même avant que ça s'appelle Marvel, je te renvoie vers cette vidéo qui est la première d'une série consacrée à l'histoire de Marvel. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.